Le matin où j'ai reçu mon certificat de décès, j'étais en train de boire le café que mon fils avait préparé avec tant d'attention ces derniers mois. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, vous allez découvrir comment une bibliothécaire de 69 ans a organisé la plus spectaculaire des vengeances depuis son propre cercueil. Mais permettez-moi de commencer par le commencement, 3 mois plus tôt, quand j'ai remarqué que mes mains tremblaient en tournant les pages de mes livres préférés. À 69 ans, on accepte certaines faiblesses comme les marques naturelles du temps. Mes jambes fatiguées, mes matins plus difficiles, cette étrange sensation que mon cœur oubliait parfois de battre régulièrement, tout cela me semblait normal pour une veuve d'Avignon vivant seule dans la maison familiale que mon arrière-grand-père avait construite de ses mains. Mon fils Thomas venait me voir chaque mois, ponctuel comme une horloge suisse. Il s'asseyait dans le salon où son père et moi avions élevé nos enfants, et ses questions étaient toujours les mêmes. Maman, as-tu pensé à mettre à jour ton testament? As-tu réfléchi à tes dernières volontés? Je lui souriais avec cette indulgence que seules les mères savent avoir pour leurs enfants inquiets. Après tout, c'était naturel qu'il s'inquiète pour sa vieille mère. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Thomas comptait les jours jusqu'à ma mort avec la précision d'un comptable calculant ses bénéfices. Le café avait commencé à avoir un goût différent vers la fin septembre. Plus amer, avec une arrière-saveur métallique que je ne parvenais pas à identifier. Quand j'en parlais à Thomas lors de ses visites, il fronçait les sourcils avec une sollicitude parfaitement jouée. « Maman, c'est sûrement ton palais qui change avec l'âge. Peut-être devrions-nous consulter le docteur Moreau. » Le docteur Moreau, ce médecin aux yeux fuyants qui me prescrivait toujours plus de médicaments sans jamais vraiment écouter mes symptômes. Mes 43 ans passés à cataloguer, vérifier et recouper des informations dans les bibliothèques ne s'effacent pas facilement. J'avais développé un instinct pour les détails qui clochent, pour les incohérences qui révèlent des vérités cachées. Et quelque chose clochait terriblement dans ma propre vie. C'est pourquoi, le 15 novembre, j'ai installé une petite caméra cachée dans ma cuisine. Un dispositif discret que j'avais commandé sur Internet, caché derrière le pot de basilic que Thomas m'avait offert pour mon anniversaire. L'ironie n'était pas perdue, il m'offrait la plante qui dissimulerait la preuve de sa trahison. 3 jours plus tard, en visionnant les enregistrements sur mon ordinateur, j'ai découvert l'impensable. Mon propre fils, l'enfant que j'avais porté, nourri, élevé, versait méthodiquement une poudre blanche dans ma cafetière chaque matin avant de partir. Ses gestes étaient précis, calculés, dénués de toute émotion. Il empoisonnait sa mère avec la même froideur qu'on arroserait des mauvaises herbes. Le poison qu'il utilisait, j'ai mis 2 semaines à l'identifier grâce à mes recherches approfondies. Une substance rare qui mime parfaitement les symptômes d'une défaillance cardiaque naturelle chez les personnes âgées. Mes tremblements, ma fatigue, mes palpitations, tout était l'œuvre de mon fils qui attendait patiemment que mon cœur s'arrête définitivement. Mais Thomas avait sous-estimé sa mère. Pendant qu'il m'empoisonnait, je collectais secrètement des échantillons d'urine dans de petits flacons étiquetés que je cachais dans mon grenier. Chaque symptôme était documenté, chaque visite médicale enregistrée dans un carnet que je dissimulais entre les pages de mes livres préférés. Si j'allais mourir, au moins la vérité survivrait elle. Ce qui me brisait le cœur n'était pas tant la perspective de la mort, à 69 ans, on apprend à l'accepter, mais la découverte que mon propre enfant orchestrait ma fin avec tant de minutie. Les questions sur mon testament prenaient soudain un sens atrocement clair. Thomas ne s'inquiétait pas pour moi, il s'impatientait d'hériter de la maison familiale et des économies que son père et moi avions patiemment constituées. Le 3 décembre, alors que je me sentais particulièrement faible après ma tasse de café matinale, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de cette sinistre histoire. J'ai cessé de boire le café que Thomas préparait, le remplaçant discrètement par de l'eau que je versais dans l'évier dès qu'il partait. À la place, je buvais du thé que je préparais moi-même, et miraculeusement, mes forces ont commencé à revenir. Mais Thomas ne pouvait pas attendre éternellement. Un homme qui empoisonne sa mère est capable de tout, et j'ai compris qu'il allait falloir précipiter les choses quand j'ai découvert qu'il avait pris rendez-vous avec un entrepreneur de pompes funèbres pour discuter des arrangements à l'avance, par précaution.
C'est alors que j'ai élaboré un plan digne des romans policiers que j'avais catalogués pendant des décennies. Si Thomas voulait ma mort, je la lui donnerais, mais à ma façon. Le 18 décembre au matin, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé ce qui devait être le coup de grâce de Thomas, mon propre certificat de décès, daté du 15 décembre, signé par le docteur Moreau. Selon ce document officiel, Héloïse Dubois était décédée paisiblement dans son sommeil 3 jours auparavant d'un arrêt cardiaque naturel lié à son âge avancé. Mes funérailles étaient programmées pour cet après-midi même, à 15 heures, dans l'église Saint-Pierre où j'avais épousé mon cher Henri 50 ans plus tôt. La rage que j'ai ressentie à cet instant était différente de tout ce que j'avais jamais éprouvé. Une colère froide, cristalline, qui m'a donné une lucidité parfaite. Thomas avait corrompu un médecin pour falsifier ma mort, probablement en prétextant que j'étais décédé seul et qu'il avait découvert mon corps. Son plan était d'une simplicité diabolique, une crémation rapide, pas d'autopsie, et un héritage confortable sans témoin gênant. J'ai passé la matinée à finaliser mes préparatifs. J'ai envoyé par courrier électronique toutes mes preuves, enregistrements vidéo, analyses toxicologiques, documentation médicale, à 3 journalistes différents, avec instruction de publier si je ne donnais pas signe de vie dans les 24 heures. J'ai aussi contacté un avocat de Marseille, loin d'Avignon, pour m'assurer que mon Nouveau Testament serait parfaitement légal. Puis j'ai choisi ma tenue. Une robe noire élégante, celle que j'avais portée aux funérailles de mon mari, accompagnée du collier de perles que ma mère m'avait offert pour mon mariage. Je me suis maquillée avec soin, coiffée comme pour un événement important. Après tout, assister à ses propres funérailles mérite une certaine solennité. À 14h30, j'ai pris ma voiture et je me suis rendue à l'église. De loin, stationné derrière un massif d'arbres, j'ai observé les invités qui arrivaient. Thomas, bien sûr, vêtu d'un costume noir impeccable, le visage composé dans une parfaite expression de deuil filial. Sa femme Marlène à son bras, et là, mon sang s'est glacé, elle portait mon collier de perles, celui que je croyais avoir égaré le mois dernier. Les voisins que je saluais chaque matin étaient là, Madame Rousseau qui me rapportait toujours les potins du quartier, Monsieur Lavagne avec qui je discutais jardinage. Ils étaient venus pleurer une morte qui les observait depuis sa voiture, le cœur battant de plus en plus fort à mesure que l'heure de la vérité approchait. J'ai attendu que tous soient entrés avant de sortir de ma voiture. Mes pas sur le gravier de l'église résonnaient comme un compte à rebours. La lourde porte en bois a grincé quand je l'ai poussée, et j'ai pénétré dans le silence feutré de ma propre cérémonie funéraire. Le père Dumont officiait, ce même prêtre qui avait béni mon mariage et baptisé mes enfants. Sa voix portait dans la nef, Héloïse Dubois nous a quittés paisiblement, entourée de l'amour de sa famille. Thomas pleurait de façon convaincante au premier rang, Marlène tamponnait délicatement ses yeux avec un mouchoir brodé. J'ai remonté l'allée centrale lentement, mes talons claquant sur les dalles de pierre dans un silence soudain total. Une à une, les têtes se sont tournées vers moi. Madame Rousseau a lâché un cri strident. Monsieur Lavagne est devenu blanc comme un linge. Mais c'est le visage de Thomas qui restera gravé dans ma mémoire pour l'éternité, cette expression d'incrédulité absolue, puis de terreur pure quand il a compris que son plan parfait venait de s'effondrer. Marlène a vomi sur ses chaussures vernies. Plusieurs personnes âgées ont dû être soutenues pour ne pas s'évanouir. Le père Dumont a laissé tomber son livre de prière, qui a résonné dans le silence comme un coup de tonnerre. Mais moi, debout devant l'autel où j'avais juré fidélité à mon mari, j'étais d'un calme absolu. « Bonjour tout le monde », ai-je dit de ma voix la plus posée. « J'espère que vous excuserez mon retard à mes propres funérailles. » Thomas a tenté de se lever, mais ses jambes l'ont trahi et il s'est effondré sur son banc. « Maman, mais comment tu es ?» Sa voix s'est brisée comme celle d'un enfant pris en flagrant délit de mensonge. J'ai sorti de mon sac l'enregistrement que j'avais préparé. Dans le silence absolu de l'église, la voix de Thomas a résonné, claire et incriminante. Le poison agit lentement, elle ne se doutera de rien. Dans quelques semaines, son cœur lâchera et tout le monde pensera que c'est naturel à son âge. Après la crémation, plus de preuves,
Plus de questions. Les sanglots qui ont éclaté dans l'assistance étaient désormais authentiques. Mes voisins, mes amis, découvraient en direct que l'homme qui pleurait sa mère quelques minutes plus tôt était en réalité son assassin. J'ai continué méthodiquement, sortant les analyses toxicologiques qui prouvaient l'empoisonnement progressif, le certificat de décès falsifié, les preuves de corruption du docteur Moreau. Chaque document était une pierre ajoutée à l'édifice de la justice. « Mon fils, ai-je dit en me tournant vers Thomas qui tremblait désormais incontrôlablement, tu as voulu ma mort. Aujourd'hui, je t'offre la tienne, sociale, financière et judiciaire. » La police, que j'avais prévenue, est arrivée avec une ponctualité parfaite. Thomas a été arrêté devant l'hôtel, menotté dans sa tenue de deuil, sous les flashs des journalistes que mes révélations avaient attirés. L'histoire de la femme qui avait interrompu ses propres funérailles pour confondre son fils empoisonneur a fait les gros titres pendant des semaines. Le procès a été un spectacle que toute la France a suivi. Chaque jour, j'étais présente dans la même robe noire, assise au premier rang, observant mon fils découvrir les conséquences de ses actes. Le docteur Moreau a perdu son droit d'exercer et a été condamné pour corruption et complicité de tentative de meurtre. Mais ma vengeance la plus douce a été testamentaire. Devant le tribunal, j'ai annoncé que j'avais légué l'intégralité de mes biens à une association d'aide aux personnes âgées victimes de maltraitance familiale. La maison que Thomas convoitait, les économies pour lesquelles il avait voulu me tuer, tout irait à ceux qui avaient vraiment besoin d'aide. Quand le juge a prononcé la sentence, 20 ans de réclusion criminelle, j'ai regardé Thomas droit dans les yeux et j'ai dit « Tu m'as tué une fois, mon fils. Aujourd'hui, je te rends la pareille. » Aujourd'hui, je vis paisiblement dans ma maison d'Avignon, entouré de nouveaux amis qui apprécient ma compagnie sans arrière-pensée. Je donne des conférences dans les maisons de retraite sur les signes de maltraitance familiale. Mon histoire est devenue un symbole d'espoir pour tous ceux qui se sentent vulnérables face à la cupidité de leur entourage. Thomas purge sa peine en sachant qu'il ne touchera jamais un centime de l'héritage pour lequel il a sacrifié sa conscience et sa liberté. Parfois, quand je bois mon café matinal, celui que je prépare moi-même désormais, je me demande s'il regrette son geste ou seulement de s'être fait prendre. Mais peu importe, car si cette histoire m'a appris quelque chose, c'est qu'on ne meurt vraiment que quand on renonce à se battre. Et moi, Héloïse Dubois, je n'ai jamais été aussi vivante que le jour où j'ai assisté à mes propres funérailles.